S'agissant de la bataille pour Laval, il est bien évident que nous savions, par les messages radio pris sur Radio Londres, toujours brouillés, nous étions équipés de postes à galène, de postes à batterie, et on savait où en était la bataille. Sur notre calendrier des postes, on arrivait maintenant à saisir où ils étaient, dans la région de Landivy, Saint-Hilaire-du-Harcouët, et que ça allait nous arriver très vite. Et comme d'autres, on pensait que ça serait qu'une promenade de santé pour les Américains et pour nous en même temps, qu'on serait libérés très vite et que ça passerait sur la grande route qui n'est pas loin du lieu où nous habitons. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'en réalité, les Américains étaient bien prêts, mais ils avançaient très vite. J'ai su plus tard que toute une division venait sur Laval, qui était la 79e, qui était quand même un truc très important, qui était stocké, qui était regroupé dans la région de Landivy, ainsi que la 90e division, ce qui était déjà un truc énorme. Et la 90e division, elle partit, elle, sur Mayenne, et la 79e sur Laval. Et ce sont, elles, la 90e étant à gauche, la 79e étant à droite. Et celle, la 79e, nous arrivait avec ses régiments, le 313e, le 314e et le 315e régiment d'infanterie américaine, nous arrivait droit dessus. Mais ça, je ne l'ai su qu'après, en détaillant un peu l'historique de cette bataille. Comme tout un chacun, on aurait préféré peut-être que la bataille se passe ailleurs. Et notre hantise, c'était qu'elle se passe là où on était. Tout le monde en pensait la même chose. Et on savait que ça arrivait par Ernée et Fougères. Et dès le vendredi 4 août, on a su que c'était vraiment très près, puisque les blessés allemands et la débandade allemande sur la route qui était pas loin, on les voyait donc passer de jour en jour et toute la nuit. Et c'était vraiment très lamentable, et ça rappelait pour nous 1940, mais là c'était vraiment en sens inverse. Pas question d'aller voir sur la route si ça se passait bien pour eux, très bien pour nous, mal pour les Allemands, parce qu'on était éjectés très rapidement. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, avec mon camarade Jean-Aurel Loup, nous n'avions que 15 ans et demi, et on était vite virés, parce que pour nous, c'était avec grand plaisir qu'on voyait tout le monde partir. Et le samedi 5 août, on a vu s'établir ici, à la Grillonnière, juste à côté de Grenoux, ce qui serait le seul point d'appui sur Laval. Et le samedi 5 août, on a vu des gens monter de la ville, des territoriaux allemands, qui étaient là depuis un certain nombre de semaines, qui venaient quelquefois chez nous au ravitaillement pour du lait et des œufs d'ailleurs, puis qui nous disaient c'est fertig la guerre, c'est fini. Mais est arrivé à ce moment-là, sont arrivées des sections, alors bien organisées, une section en particulier que je décris par ailleurs dans un mémoire, toute une section de grenadiers allemands avec des vélos, personne n'avait de pneus dessus, mais qui traînaient des bazookas, fusils et largement armés. Et là, on a vu l'organisation de ce qui se passait ici. Et à la Grillonnière de Grenoux s'installera un char allemand de type Hamel, qui est un canon qui n'est pas véritablement un char, mais avec un 105 cours qui faisait beaucoup de bruit quand ça pétaradait, équipé aussi de deux mitrailleuses MG-34 allemandes, bien sûr, sur ce char, équipé de 6 bonhommes, qui prendra place devant la ferme, plus un autre nid de fusils mitrailleurs qui sera à 25 mètres de la tranchée où nous étions fugés. À 100 mètres à gauche, toujours en direction de l'ouest, un autre nid de mitrailleuses très bien fait, mais qui était là depuis X temps, comme si ça attendait la bagarre. Et plus loin, près d'une, ce qu'on appelait la mare, qui n'est pas du tout la mare de Grenoux, et qui est logée actuellement sous le parking Carrefour, un nid de 2 mitrailleuses qui, celles-là, dans les annales américaines, sont notées comme 2 mitrailleuses qui leur feront quand même beaucoup de mal. L'épisode du samedi 5 août est quand même mémorable pour la bonne raison, c'est que ça se passait dans un silence pesant. On n'entendait pas les bruits de la ville, même parce qu'il faisait pourtant beau temps. On n'entendait pas le bruit de la bagarre, aucun avion dans le ciel, que des Allemands se mettent en place, mais ils n'étaient pas très nombreux.
Vers 9h30 est arrivée, descendant la belle allée de la Grillonnière, une voiture décapotable. À bord, qu'on prendra tous pour une Mercedes, il s'avérera, après renseignement, que c'était une Horch, H-O-R-C-H. Il y a là-dedans un chauffeur, et il y a là-dedans un jeune général, ganté de gris, parlant excellemment le français, et qui vient inspecter un peu les lieux. Il monte sur le perron de la Grillonnière, la maison où je suis né, demande de l'eau fraîche, qu'on ne peut pas lui refuser, inspecte les lieux tout de même, et j'ai toujours prétendu que ce monsieur venait voir un peu l'organisation de du plan de bataille qui aurait lieu sur place. Je saurai plus tard qui était ce général. C'était tout simplement le général Wilsch, qui commandait, je pense, la 806e division allemande, mais qui couvrait un tel secteur depuis Verneuil-sur-Avre jusqu'à Tours, en passant par Laval pour aller bloquer la Loire, qui savait dès le 5 août que les carottes étaient cuites. Et d'après le colonel Demolans, qui a écrit quelque chose aussi sur la prise de Laval, mais qui n'y était pas, ce général se serait rendu, aura voulu rester avec ses troupes. En fait, ce général ira se planquer, certains diront, au monastère des Trappistines. En fait, avec sa Horch et son chauffeur, il ira autour des chemins, autour des murs des Trappistines. Et c'est là qu'il sera fait prisonnier par des types de la résistance, un monsieur Montegrin ou Montezin. Mais les Américains arrivant, il est bien évident que ce général rendra sa voiture, la voiture devra être rendue aux Américains très rapidement, et les gens qui avaient piqué la voiture ne pourraient pas rouler longtemps avec. Le colonel de Molance, je répète, nous dit il a voulu rester avec ses troupes, parce que c'était la débandade. Curieusement, vu du côté américain, le journal de marche ne fait aucun état d'avoir fait aux pattes, comme disait mon père, un général, et pourtant ça se savait au sein du régiment, une division. Du côté américain, du côté allemand, et j'ai eu quelques renseignements par un ami de mon fils, avocat à Stuttgart, ça n'est pas glorieux. Ce général s'est rendu. Il ne faut pas oublier que nous sommes le 6 août, le 5 ou le 6 août, que le 20 juillet, il y a eu l'attentat contre Hitler, et ce général n'avait surtout pour l'intention d'aller rentrer au pays, parce qu'on suppose très fortement qu'il était de mèche avec tous ceux qui ont voulu abattre Hitler. Mais ça, on n'a aucune certitude là-dessus. Mais curieusement, je dis bien, il n'y a aucun fait de gloire noté dans le journal de marche de la 79e division, c'est curieux, et du côté allemand, silence radio. Général Wilsch. On peut stopper là. Je crois que tu es trop long. Pas sûr dans le montage de pouvoir mettre Sur tout le ça. montage, ça passera pas. Ouais, on y va. Quant à la bataille de Grenouille et de la Grillonnière sur le point d'appui, elle a commencé bien sûr le samedi 5 août vers 13h. On a dû dégager très rapidement des travaux que l'on faisait dans les champs, parce que les balles commençaient à nous siffler d'un peu partout, des balles perdues, mais... Et les Allemands attendaient de pied ferme. Combien pouvait-il y avoir d'Allemands ici? Certainement pas plus de 20 gars, mais bien déterminés. Les territoriaux dont je parlais tout à l'heure ne sont pas restés sur place, ne sont restés sur place que les grenadiers, des types qui avaient vraiment peur de rien. Pour nous qui attendions peut-être des Anglais, on a appris par eux que c'était les Américains qui venaient. Donc les Américains venaient. Les Américains sont arrivés vraiment tout près de la Grillonnière, jusqu'à la ferme des Poiriers.
Ils ont été tenus à distance par le char allemand qui envoyait un coup de canon de temps en temps et tirait toutes ses mitrailleuses, et aussi d'un un bitube de 20 mm qui se baladait sur une voiture et qui faisait tous les chemins en se déplaçant pour ne pas être repéré, mais qui tirait sur les Américains, qui eux étaient sur la côte où est la fonderie. Et plus tard, cette bagarre a duré. Bien sûr, nous sommes réfugiés dans notre tranchée, je vous dis, à 25 mètres du principal point de mitrailleuse allemand. On avait que ça, c'était là. Les Américains nous ont dit, bah, c'était prima, c'était bien, il fallait rester là. Bon, ben, on reste là. Et pas question de sortir. Et la bagarre a duré jusqu'à 10h, 11h le soir. Et puis les Américains ont reculé. Le chef de poste allemand est venu avec nous et en toute faire la discussion américaine, reparti à 5 km. Mon père lui a dit 5 km, c'est pas vrai, parce qu'il y a encore des balles qui sifflent. 5 km, c'est loin pour les balles. Bon, bah, il parlait déjà entre. C'est un vieux combattant parlant, un combattant allemand, mais tout le monde avait l'air de bien s'entendre. Nous avons vaqué aux occupations de la ferme, ce soir-là, en particulier d'abreuver les bestiaux, qui étaient restés planqués dans les étables, qui n'était pas une mince affaire. La nuit s'est passée, paraît-il, bien. J'ai, paraît-il, très bien dormi. Dans la ferme, ça n'a pas très bien dormi la nuit. Pour la bonne raison que les Allemands étaient sur le qui-vive. On sait très bien que des patrouilles américaines sont venues voir un peu ce qui se passait ici. Ma tante Amélie, qui habite avec nous, on en a rencontré deux, qui lui ont fait très peur parce qu'ils se sont dit, mais ils marchent en chaussons, c'est pas possible. Je ne les ai pas entendus. Mais ces Américains lui ont fait signe de la boucler. Ben, elle a pu analyser, elle aussi, ce qui se passait qu'après. Le dimanche matin, mon père pensait que les Allemands partiraient dans la nuit. Mais ils avaient renforcé leur position par le nid de mitrailleuse dit à la mare de la Grillonnière, et qui, elle, fera beaucoup de mal aux Américains. Et mon père dit, ça y est, c'est la bagarre. On rentre dedans, on reste dans la tranchée, nous ne bougeons plus, il faut que ça passe. Surtout que les Allemands disaient, ben, on résiste, mais on va partir. Mais ils ne partaient pas. Les Américains en face étaient peut-être 700-800, ils étaient tels qu'on les a vus après. On installait des mitrailleuses là, à 300 mètres de nous. Ils n'avaient pas de char d'assaut à ce moment-là. Et ça a été une mitraillage et canonnade important de la part des Américains qui nous ont arrosés d'obus de mortier, mais vraiment très nourris. Il y en avait des incendiaires là-dedans, il y en avait qui n'étaient pas incendiaires, mais des incendiaires ont mis le feu à la ferme. Et là, il nous a fallu sortir en rampant. Il fallait essayer de sauver les animaux qu'on a détachés, qu'on a mis en liberté, mais qui se faisaient tuer à la sortie parce que le mitraillage était tellement important. Là a été tué près de moi Gustave Sinan, qui était ouvrier à la ferme, mais qui était surtout un planqué pour ne pas aller au STO, qui a sa rue d'ailleurs maintenant ici, dans le secteur de Grenouille. Il a été tué près de nous. Mon camarade Jean Relou a eu une légère blessure au petit doigt. Moi, je m'en suis sorti, bien qu'on ait été rafalés dans le même groupe. Et là, nous sommes rentrés dans notre tranchée avec notre mort. Et là, madame, on a vu la bagarre se déplacer. On a vu les Fritz partir, traînant sur une bâche un de leurs blessés, ventre ouvert. Et carrément le chef de poste qui venait presque nous dire au revoir dans la tranchée, en nous disant les Américains arrivent. On a entendu le bruit de bataille des deux autres mitrailleuses qui ont continué à cracher pendant un bout de temps, et les types sont morts au pied de leur mitrailleuse, parce que les Américains ont scié à la mitrailleuse, ont scié la haie où ils étaient, ou même scié les pommiers avec, pour dire l'intensité de tir américaine. À chaque emplacement de tir américain, on retrouvait la valeur d'une brouette et demie de douille de mitrailleuse. Alors que c'était quand même important. Ça s'est calmé. Nous étions dans une fumée âcre de bataille, on toussait de tous les bords, on ne se reconnaissait pas nous-mêmes, tellement on avait de poussière sur la figure. Et tout d'un coup, mon père s'est mis à l'entrée de la tranchée avec une tête d'oreiller, une tête de traversin, parce qu'il s'est dit, les Américains vont arriver là-dedans, notre tranchée avait l'air d'un ouvrage militaire, on va se faire canarder.
Et il sortait, il avait son mort entre les jambes, et avec sa tête d'oreiller blanche, faisait des signes, faisait des signes. Et là, on a été entouré, silencieusement, d'une peut-être 50, 60 Américains. Je trouvais il avait l'air bien fatigué, j'ai trouvé qu'il avait des tenues trop grandes, ils étaient mal rasés, il avait des fusils trop lourds, mais qui nous ont carrément alignés, nous ont fait sortir, alignés devant un mur quand même, le temps d'aller prospecter dans tous les bâtiments qui restaient, qui n'avaient pas brûlé, pour voir un peu ce qui se passait. Et là, nous étions libérés. Nous étions libérés. Je n'ai jamais vu autant d'Américains, ce jour-là, armés jusqu'aux dents à la Grillonnière. Les jeeps, en quantité incroyable. Les fantassins, les talkie-walkie, toutes choses qu'on n'entendait pas à distance. Parce que les Américains avaient quand même installé des lignes téléphoniques de haie à haie, très près des Allemands, et là, pas question de talkie-walkie. Alors nous sommes toujours le dimanche 6 août, il est près de 14 heures. On saura plus tard que les Américains ont envahi Changé, ont envahi déjà Avenières, mais on est encore à Grenoux. Les Allemands décrochent, laissent pratiquement 8 ou 9 morts sur le terrain. Les Américains en laisseront un aussi. Leurs blessés, ils les ont emmenés. On le verra sur place aux pansements qui sont restés sur le sol. Et là, on est Américains. Pour nous, c'est la joie, malgré notre mort, malgré tout ce qui est tout le désastre, c'est la joie. Et à ce moment-là, des obus nous resifflent beaucoup là-dessus. Alors on sait très bien que c'est autre chose. Ça nous revient, on saura, ça nous venait de la route du Mans. Et là, c'était vraiment du très gros calibre. Un est tombé dans le jardin. On saura que c'est un obus de 88 qui fait un énorme trou. Un autre arrivera dans la maison qui était pas, dans le coin d'une maison, dans la maison qui n'était pas sinistrée. Et je le retrouverai intact, ayant percuté dans la fenêtre et rentré dans l'armoire, le cul premier. L'armoire existe toujours, réparée, et l'obus n'a pas éclaté. Selon l'artificier qui est venu plus tard, quelques semaines après, enlever cet obus, et il nous a dit, pour ma tante, m'a dit que c'était un miracle, et le gars nous a dit non, c'était un mauvais obus, c'est tout. Et là, quelques obus nous sont encore venus là-dessus. Et c'est là qu'on a vu arriver, nous qui attendions l'aviation depuis un bout de temps, pas une centaine de Lefting P-38 à double queue. Peut-être 10 ou 12 appareils seulement. Ça, je les vois encore. Arrivant de l'Ouest, presque en rase-motte. Et là, on les a entendus nettoyer la route du Mans. Et pour ceux qui ont vu la route du Mans ce jour-là, on sait le travail qu'ils ont fait. Dois-je vous dire que dans la minute, on n'a plus reçu un seul obus ici. Donc nous étions vraiment libérés. L'attaque des Américains ici, moi, je me suis toujours étonné qu'on n'ait pas été appuyé, qu'ils n'aient pas été appuyés par de l'aviation. La 78e division avait sa section de P-47 Thunderbolt. Ils n'ont pas attaqué ici. Il aurait pu mettre à mal le char qui nous a empêtrés pendant des heures et des heures. On n'a rien vu venir. On sait en fait depuis que le dernier terrain d'aviation, ils en fabriquaient presque dans une matinée pour poser ces foutus appareils. Et le dernier en fabrication pour la bataille de Laval était tout simplement au chêne sec, dans un terrain au chêne sec, qui a servi très peu de temps, quelques heures ou quelques jours. Et un P-47 Thunderbolt s'est écrasé sur le chemin dit de la Marpaudière, entre les chênes secs et Andouillé. Mais pas un n'est venu ici attaquer au moment de l'attaque américaine. Plus tard, très vite, bien sûr, le soir même ou le lendemain, les P-47 se sont posés. Des Piper Cub d'observation, par contre, se sont posés à la Grillonnière. Dans un grand champ qui était là, ils venaient. Il faisait beau temps, face au vent du nord, ils venaient, donc ils se sont posés là. Mais ça a été très bref, en fait, comme passage. Ils étaient, aussitôt notre libération, ils se sont posés là-dessus, mais il avait autre chat à fouetter. Il faut dire aussi qu'ils étaient avancés à une allure folle depuis 48 heures pour s'arrêter à Laval.
Oui, nous étions libérés. Nous restions avec nos dégâts, avec des animaux blessés à abattre, avec des incendies, faire le peu que l'on pouvait là-dedans. Les Américains, bien sûr, ne nous ont pas aidés. Personne n'est venu nous aider là-dedans. Nous étions dans le désarroi le plus complet. Personnellement, en tant que jeune, j'ai entendu très vite le vent venant toujours de l'Est, venant de Laval, parce qu'à la Grignonnière et à Grenouille, on entend très bien les bruits de Laval par beau temps. Toute cette clameur des gens qui applaudissaient les Américains. Le bruit sur la route, qui n'était pas loin, était assourdissant. De chars venant à la queue leu-leu, de camions roulant à toute allure, et tout ça traversait Laval, parce que le seul pont qui a été rétabli très vite là-dessus, ça a été le pont Neuf. Le pont Neuf, qui a été rétabli. Dites-le en faisant une belle phrase, parce que là vous avez coupé la phrase. Pardon. Le seul pont qui a été... Le seul pont que les Américains ont rétabli sous le type Bellet était celui du pont Neuf. Et là, bien évidemment, à ce moment-là, pendant 2-3 jours, on a vu un bruit infernal d'Américains passés, d'Américains passés, d'Américains passés. C'est tout. Avec des prisonniers le plus souvent, ficelés, attachés sur des chars, pour pas qu'ils tombent, parce que ça, on l'a vu aussi. Ils ficelaient les gars autour du char pour les emmener plus loin, mais les gens se tenaient, mais le char roulait très vite. Et les camions aussi. Et pendant, ça a passé, toute cette division est passée là-dedans, et puis tout ce qui a suivi après, bien sûr. Alors nous restions dans notre malheur, c'est tout. Et le lendemain, sur le lendemain, il a fallu tout de suite, parce que le mort américain qui nous restait a été enlevé le soir même, assez tard. Les morts allemands sont malheureusement restés jusqu'au mercredi, et nous sommes là, vous voyez compte de la bagarre du dimanche. Mon père, voyant ses corps se gonfler, nous a demandé à mon camarade Jean Rollo et moi de faire des trous juste à côté. Et dois-je vous dire qu'au mois d'août, la terre est dure, et on n'a pas fait de grands trous. On avait enterré 2 ou 3, et à ce moment-là, des services sont venus avec des vélos équipés de remorques pouvant porter un blessé ou un corps, avec des roues de bicyclette aussi, venus nous chercher. On s'est fait proprement engueuler parce qu'on enterrait ces morts, et il fallait les ramener. On dit, écoutez, à vous de jouer maintenant, ramenez donc tout le monde. Et pour nous, on n'avait plus à le faire. Dois-je vous dire que tous ces morts qui étaient restés, plus ces animaux morts aussi, ça a été un spectacle de une puanteur pendant plus d'une demi-semaine. Énorme. Et des régiments de millions de mouches qui restaient dans le secteur. C'était vraiment très, très triste. Pour mon père, ancien combattant de 14-18, le Boche était parti. Les Américains, ils ne connaissaient pas. Mais sa ferme était cul par-dessus tête. Mais pour lui, c'était pas grave. On construirait. On construirait. Le Boche n'était plus là. Voilà exactement. Ça n'était pas euphorique de sa part. Mais il avait tout le temps maintenant devant lui pour faire ce qu'il voulait faire, reconstruire sa ferme, sa grignonnière. Et comme c'était un homme un peu public, tout de même assez public de l'agriculture, il s'est occupé de beaucoup de choses aussi, pour lui-même et pour d'autres, en ce qui concerne l'agriculture dans le secteur.